On va donc commencer. Mhm. S'il y a des gens qui nous rejoignent, on reprendra un peu en arrière. Voilà. L'important, voilà, c'est de vous présenter un peu ce qu'est le gaz vert aujourd'hui, et parce que c'est un peu abstrait, ça amène souvent beaucoup de questions. Mhm. Et savoir à quoi ça peut être applicable, voilà, pour un particulier. On entend parler beaucoup de pompes à chaleur, c'est pas forcément adapté à toutes les maisons. Oui. Il y a des gens qui hésitent à garder le gaz. Mhm. Voilà, on entend beaucoup de choses, Mhm. donc Mhm. c'est pour vous aider à faire un peu Mhm. le tri là-dessus, avoir un peu D'accord. une vue et répondre à vos questions, parce qu'il y en a sans Mhm. doute certaines. Donc moi, je suis Mhm. Grégoire, je suis conseiller à l'ALEC de l'Ain, Oui. donc pour les particuliers. Je fais des visites de maisons, des visites donc pour voir aider les particuliers à faire de la rénovation énergétique. Mhm. Je suis aujourd'hui avec Maude de GRDF qui va se présenter. Moi, c'est Maud, je travaille pour l'entreprise GRDF. C'est une entreprise nationale qui s'occupe des réseaux de gaz et notamment du développement du gaz vert sur nos territoires. Donc, moi, je travaille sur le département de l'Ain, notamment avec toute la filière, y compris les entreprises qui montent ces stations de méthanisation dont on va parler un petit peu plus loin. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions à nous les poser en cours de route, vu qu'on n'est pas nombreux, vous pouvez vous permettre sans problème de nous poser des questions pendant les diapos, il n'y a aucun problème. Donc, déjà, un petit peu pour vous expliquer, peut-être que l'entreprise GRDF, c'est pas forcément très clair pour vous tous. On a 5 missions principales pour remettre un peu le contexte. Donc, l'entreprise GRDF, elle s'occupe notamment d'acheminer le gaz naturel pour le compte de tous les fournisseurs français. Donc, il y en a un peu plus d'une cinquantaine aujourd'hui. Nous, GRDF, on n'est pas fournisseur. C'est pas nous qui vous envoyons les factures. On se contente de faire transiter le gaz dans nos réseaux, notamment par le biais de bateaux ou de pipelines qui vont chercher le gaz dans d'autres pays. C'est notre mission principale. On le distribue également à nos 11 millions de clients qui sont sur le territoire français. C'est nous qui nous occupons de la sécurité, notamment des réseaux. On construit et on l'entretient. Donc, on a à peu près en France, on n'est pas très loin des 200 000 kilomètres de réseaux de gaz qui appartiennent aux mairies sur lesquelles ils sont posés. Nous, on s'en occupe, on les construit et on les entretient, mais on n'en est pas propriétaire. Et maintenant, dans nos nouvelles missions depuis quelques années maintenant, c'est aussi accompagner et développer le gaz vert. Donc, on accompagne les producteurs dans leur projet de méthaniseur et on essaye de le promouvoir auprès de nos clients pour pouvoir le développer sur le territoire. D'accord. Alors, la SPL ALEC 1, pour faire un peu, pour présenter un peu la structure, SPL, c'est une société publique locale. Ça veut dire que c'est une société dont les actionnaires sont les 14 communautés de communes de l'Ain et le département, plus quelques communes qui sont venues se rattacher aussi, qui sont actionnaires. Donc, c'est des financements publics uniquement. Donc, les missions sur le département, voilà, c'est de développer tout ce qui va être mobilité, rénovation énergétique, économie circulaire, faire de la sensibilisation, du conseil et de l'accompagnement, avec en même temps l'étiquette France Rénov, puisque la SPL ALEC 1 est Espace Conseil France Rénov pour le département de l'Ain, hormis Grand-Bourg agglomération qui a son service en interne qui s'appelle Mon Cap Énergie et qui travaille eux sur la zone uniquement Grand-Bourg. Voilà. Pour vous présenter l'ALEC. Alors ceux qui connaissent, qui ont un peu l'historique, avant c'était une association qui s'est appelée Eliante il y a très longtemps, ensuite s'est transformée en ALEC 01 et qui maintenant est la SPL ALEC 1. Donc maintenant, on va parler un petit peu du gaz vert et comment il est fabriqué d'abord. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui connaissent un petit peu le principe de fabrication du gaz vert en France. Si ce n'est pas le cas, voilà, je vais vous expliquer. Donc là, vous avez sous les yeux un schéma. Donc avec la partie bleue, c'est le point de départ de la fabrication du gaz vert, c'est trouver des déchets
qui jusqu'à aujourd'hui n'étaient pas utilisés que l'on va pouvoir retraiter. Donc parmi ces déchets, on a tous les déchets agricoles, tout ce qui va être déchets des animaux. On a aussi une partie de déchets qui viennent de l'agroalimentaire, qui sont des déchets qui ne sont pas recyclés jusqu'à maintenant, qui ici sont récupérés et peuvent être utilisés. Et en troisième type de déchets qu'on va utiliser, ça sera des cultures qui sont dites alternatives. Donc, c'est des cultures qui sont obligatoires sur certains départements, comme sur le nôtre dans l'Ain, et qui jusqu'à présent étaient enfouies par manque d'utilisation. C'est des cultures qui sont plantées sur des mois d'hiver, donc qui n'arrivent jamais à terme. Ces cultures-là, du coup, quand on l'utilise pour la méthanisation, sont récoltées et sont utilisées aussi comme déchets. Donc, tous ces déchets-là, on les met dans un méthaniseur. C'est l'équivalent à peu près d'une cocotte minute. En fait, c'est fermé, il n'y a pas d'oxygène. Et c'est chauffé pendant au moins 32 jours à une température d'à peu près 30 degrés. Et c'est ce processus-là qui va fabriquer du gaz. Donc, en fait, il est juste extrait de cette manière-là. Il est épuré et directement intégré dans nos réseaux. Donc, en fait, la molécule, elle est la même que celle qu'on importe des autres pays, mais c'est celle qu'on produit ici. Donc, ça se fait sous un cycle de 30 jours pendant lesquels on va alimenter à peu près chaque jour le digesteur qui va permettre de fabriquer du gaz. Une fois que le gaz est fabriqué, on a une partie de gaz qui va dans nos réseaux et il y a une partie qui reste qui s'appelle le digestat. Ça ressemble un peu à une boue épaisse et les agriculteurs le réutilisent comme engrais. Donc, c'est un engrais qui n'a plus d'odeur et qu'ils épandent dans leurs champs. Ça leur permet de diminuer leurs achats d'engrais chimiques et ça réutilise l'intégralité du déchet de base. Le reste des molécules de gaz est intégré dans notre réseau de la même manière que celui qu'on importe et est distribué dans les communes qui sont environnantes des stations de méthanisation. Donc, pour vous donner quelques chiffres sur la méthanisation à l'heure actuelle, donc cette semaine, on était à 704 sites qui injectent du gaz en France, dont 8 qui sont dans le département de l'Ain. On en a par exemple sur Donsuire, Viriat, Vendin. Il y en a d'autres en cours de construction aussi sur le département. Et on a en permanence 1200 projets en cours en France. Donc, on bloque à 1200 projets parce que c'est la capacité qu'a GRDF à accompagner les agriculteurs dans leurs projets. Mais voilà, on a en liste d'attente 1200 projets viables. On en a des sites qui ouvrent quasiment tous les jours actuellement parce qu'il y a un vrai essor là-dessus. On est actuellement à peu près à 12,4 TWh par an. Donc ça va peut-être pas vraiment vous parler, mais en gros, c'est l'équivalent d'un peu plus de 3 millions de logements chauffés et c'est aussi la capacité de 2 réacteurs nucléaires. Donc c'est quand même de plus en plus conséquent dans nos réseaux. Et donc l'entreprise GRDF sait qu'elle atteindra en 2030 20% de son gaz qui sera fabriqué en France. Aujourd'hui, on a entre 3 et 4% du gaz qui transite en France qui est fabriqué sur le territoire. On sait qu'à l'horizon 2050, on sera à 100% sur du gaz fabriqué en France. On n'aura plus besoin d'en acheter à d'autres pays. Ces 100%-là, ils seront atteints aussi parce qu'on sait que les logements seront rénovés d'ici là, ils consommeront moins d'énergie. Donc le fait d'en fabriquer plus et d'en consommer moins, on sait qu'on aura la capacité à être autonome en 2050. Et on travaille également avec l'État sur la flexibilité, c'est-à-dire qu'on est en train de travailler au transport d'hydrogène. Donc, c'est l'État qui nous demande de faire des tests. Et du coup, voilà, il y a aussi ces projets-là qui sont en cours et qui ne seront certainement pas du 100% d'hydrogène, mais du gaz mélangé. Donc, il y a ces projets-là également en, en réfléchissement. Donc, les impacts du gaz vert sur l'environnement, donc ils sont quand même très importants. L'impact principal, c'est la baisse des émissions de CO2. Donc, le gaz, qu'il soit vert ou fossile, quand il brûle, il émet la même quantité de gaz vert. La différence, c'est que le gaz fossile, on le puise dans la nature et le gaz vert, en fait, il s'autogénère quand on fait pousser les plantes qui vont servir à le fabriquer. Donc, c'est pour ça que l'émission de CO2 baisse, puisque finalement, on aura planté des plantes faites exprès qui, elles, compenseront les émissions de CO2. On va aussi diminuer l'extraction de gaz fossiles, qui aujourd'hui n'a pas lieu en France, mais a lieu dans pas mal d'autres pays. Le fait de ne plus leur acheter le gaz permet de moins extraire de gaz fossile. On a un vrai impact sur la valorisation du secteur agricole.
Aujourd'hui, on sait que le domaine agricole, c'est compliqué pour eux d'avoir des revenus qui sont satisfaisants. Leur permettre de se diversifier de cette manière-là, ça leur permet d'avoir un vrai revenu et de valoriser leurs entreprises aussi à eux, puisque ce sont des entreprises qui finalement ont d'autres revenus complémentaires et qui leur permettent de conserver leur entreprise. On leur crée également un engrais naturel qui est biocompatible. Donc, on a la majorité des agriculteurs qui font de la méthanisation ont au minimum une baisse de 70% de leur achat d'engrais chimiques. Donc, déjà, c'est moins chimique, ça leur coûte beaucoup moins cher parce que les engrais ont en plus explosé en termes de prix ces dernières années. Et là, on est aussi sur du biocompatible. Donc, ça a poussé certains agriculteurs qui n'étaient pas dans cette démarche-là à le devenir parce que pour eux, c'est plus facile et c'est beaucoup moins coûteux de le faire quand ils ont une station de méthanisation. Et on a aussi l'aspect de retraitement des déchets. Tout ce qui est intégré au méthaniseur sont des déchets. Il n'y a rien d'autre qui est utilisé en France. Ça permet de retraiter des déchets, par exemple dans l'agroalimentaire, qui jusqu'à aujourd'hui n'étaient pas retraités et souvent étaient enfouis ou mis en décharge. On va balayer quelques idées reçues. Alors peut-être que vous en avez quelques-unes en tête. Celle qu'on entend le plus souvent, c'est que le biogaz émet du carbone. Alors oui, effectivement, il émet du carbone comme n'importe quel autre gaz qui brûle. Là, le vrai intérêt, c'est que le végétal qui aura poussé pour le fabriquer va récupérer du CO2 en contrepartie. On a aussi le biogaz pollue les sols. C'est quelque chose qu'on a vu beaucoup en Allemagne, notamment, sur des déchets qui étaient mal triés au départ et qui contenaient du métal ou des plastiques qui, au final, se retrouvaient dans les sols puisque l'engrais n'étant pas retrié après, était répandu dans les sols. Aujourd'hui, en France, tout est beaucoup plus surveillé. On a appris des erreurs de nos voisins. Et donc, le biogaz ne pollue pas les sols parce que du coup, l'engrais est très surveillé et les entrants dans les sites de méthanisation le sont aussi. On n'a pas trop le problème, tout est vraiment trié en amont et c'est un gros travail que font les agriculteurs pour ne pas polluer leur propre sol. Est-ce que le biogaz profite aux grands groupes pétroliers? Aujourd'hui, non, pas en France, parce que l'État français a imposé que les sites de méthanisation restent à la main des agriculteurs ou des mairies. Donc aujourd'hui, un groupe pétrolier ne peut pas ouvrir de site de méthanisation puisque l'État a souhaité que ça reste à la maille des agriculteurs ou des petites mairies. Donc ça ne profite pas au groupe pétrolier, c'est plutôt l'inverse aujourd'hui puisque on achètera de moins en moins de gaz aux pays voisins, donc c'est pas forcément dans leur intérêt. Et personne n'a envie de faire du biogaz. Donc ça, c'est une vraie idée qu'on a parce que les sites mettent plusieurs années à se construire. Le projet, à partir du moment où les agriculteurs l'ont et où il se construit, il peut se passer entre 1 et 5 ans. Effectivement, ça peut être long, mais on a quand même pas mal de personnes qui ont envie de le faire. C'est un vrai revenu pour eux. Par contre, voilà, c'est long à mettre en place. Donc, ça peut donner l'idée qu'il n'y a pas grand monde qui a envie d'en faire. Est-ce que les méthaniseurs, ça sent mauvais et est-ce que c'est moche? Pour l'aspect visuel, c'est propre à chacun. Est-ce que c'est moche? C'est pas très gros, c'est de la couleur verte souvent, donc chacun pourra dire si c'est beau ou pas. Ça, c'est pas trop moi qui pourrais. Il y a pas de règle en tout cas là-dessus. Sur la partie de l'odeur, non, ça peut pas sentir mauvais puisqu'en fait, c'est totalement hors d'air, les bâtiments et le site de méthanisation. Donc, la ferme qui est à proximité peut sentir, hein, comme n'importe quelle ferme. Par contre, le méthaniseur en lui-même, ça ne sent rien puisqu'il n'y a rien qui s'échappe dans l'air du méthaniseur. C'est tout hors d'air, donc il n'y a absolument pas d'odeurs qui sont créées par le méthaniseur. Le gaz, à partir du moment où il est fabriqué, il va directement dans nos réseaux et il n'a aucun lien avec l'extérieur. Et une dernière idée reçue, est-ce que la fabrication de biogaz utilise des cultures dédiées à la nourriture? Ça, en France, ça a été réglementé aussi. Donc, les agriculteurs n'ont absolument pas le droit d'utiliser des cultures qui étaient dédiées à la nourriture avant. La première chose qu'on peut dire là-dessus, c'est qu'ils n'ont aucun intérêt à le faire puisque les cultures qu'ils font pousser, souvent, ils les utilisent pour leurs propres animaux ou pour les vendre si c'est des cultures de légumes ou de fruits. Donc, ils n'ont aucun intérêt à mettre ces cultures-là dans un méthaniseur puisqu'ils ont bien meilleur compte de les donner à leurs animaux, de les vendre.
Il y a des cultures qui sont dédiées pour les méthaniseurs, oui, mais pas qui sont faites à base de nourriture. Les cultures dédiées, c'est celles dont je parlais un petit peu plus tôt. Ce sont des cultures qui sont alternatives, donc qui poussent sur des périodes où les végétaux sont pas très vifs, donc sur les périodes d'automne et d'hiver, et qui sont à la base des végétaux qui couvrent les sols pour les empêcher de s'abîmer pendant les pluies et les gels d'hiver. Donc aujourd'hui, les gens qui font des méthaniseurs souvent mettent des plantations qui poussent très vite dès qu'il y a un peu de soleil. Donc on a notamment du sorgho qu'on n'utilise pas dans l'alimentation en France, mais qui a une capacité à pousser très vite dès qu'il fait un petit peu beau. Donc ils utilisent ce genre de plantation-là. Quand les gens n'ont pas d'autre choix, ils plantent les graines finalement les moins chères sur leur sol, peu importe ce que ça donne finalement, c'est jamais récolté. Là, l'intérêt, c'est de prendre une plante qui pousse très vite en verre, finalement, même si elle ne fera pas ses grains. L'utilité, c'est vraiment d'avoir de la matière verte pour les mettre dans les méthaniseurs. À aucun moment, ces cultures-là, on aurait pu en faire quoi que ce soit en temps normal. Est-ce qu'il y a des questions sur cette première partie, peut-être des réactions ou Non, pas vraiment. voilà, des Non. choses ou des Ouais, questions qu'on n'aurait pas abordées? Alors après, au fil de l'eau, peut-être ça viendra, hein, il n'y a pas de oui, souci. ouais. N'hésitez pas en tout cas. Mm. Et donc, on va en arriver sur les particuliers finalement. Pour vous, qu'est-ce que ça impacte et comment vous pouvez l'utiliser? Alors, l'énergie, alors bon, ça a toujours été une problématique, ça l'est encore plus avec évidemment le coût des énergies et tout ce que ça peut entraîner. L'énergie, de toute façon, l'idée c'est d'en consommer le moins possible. Donc avec des efforts qui sont faits sur l'isolation, sur les bons usages et les régulations. Aujourd'hui, voilà, on n'a plus une chaudière qui tourne à fond avec des radiateurs et on ouvre les fenêtres quand il fait trop chaud. On va essayer d'avoir des régulations pièce par pièce, savoir quand est-ce qu'on chauffe, combien on chauffe, avec beaucoup d'éco-gestes. Alors ça, ça commence à devenir un peu une habitude. Bien sûr aussi avec du matériel entretenu, tout ce qui va être chaudière, euh, voilà, faut que ce soit, pour garder des performances importantes, il faut que ce soit bien entretenu et souvent le remplacement des matériels vétustes. Les chaudières qu'on a aujourd'hui sont bien plus performantes que ce qu'on avait à l'époque. On voit encore des chaudières qui ont 20-25 ans qui tournent très bien. Euh, Après, on peut les améliorer et voilà, quand elles commencent à être dégradées, on peut les changer. Euh, Donc après, pourquoi est-ce que le particulier aurait un intérêt à choisir le gaz vert pour son logement? Donc après, on a deux principales réponses à cette question. C'est choisir quelque chose de local et de durable. Donc aujourd'hui, quand vous faites le choix de prendre un contrat gaz vert, en fait, au lieu de payer une part de votre facture à un pays, vous payez une part de facture à l'agriculteur de votre département. Donc certains fournisseurs sont en mesure de vous valoriser vraiment une entreprise qui est proche de chez vous. Vous pouvez décider d'acheter du gaz qui est fabriqué dans l'Ain aujourd'hui. Et c'est aussi l'aspect durable, puisque ce gaz-là n'est pas du tout fossile et qu'on sait qu'on aura toujours des déchets à retraiter. Quand on construit un site de méthanisation, aujourd'hui, on s'assure qu'il y ait assez de déchets à proximité pour qu'ils puissent être durables sur au moins 20 ans. Parce qu'aujourd'hui, les déchets ont beaucoup de valeur et on s'assure avant tout que l'agriculteur va pérenniser son installation et qu'il sera en mesure d'avoir suffisamment de déchets pour que ça soit durable. C'est aussi contribuer à la baisse des émissions de CO2, puisque toutes les énergies qui sont plus fossiles aujourd'hui nous permettent de faire baisser ces émissions-là. Et du coup, ça nous permet d'utiliser une énergie qui est vraiment renouvelable, puisque voilà, les déchets repartent au sol et on repart sur un autre cycle de gaz vert. alors quand on s'intéresse à la rénovation ou voilà, au système de chauffage, si on change, si on continue, si on fait évoluer, il y a plein de questions et c'est toujours le moment de faire un peu le point sur son logement. Alors, on entend beaucoup de choses, des DPE, des choses comme ça. Alors, je ne sais pas pour les personnes qui sont connectées si vous avez eu des accompagnements avec l'ALEC ou Oui, oui. voilà. En ce moment-là. Oui, D'accord. oui, complètement.
Ok. Alors, voilà, vous connaissez donc le principe avec une visite et pour faire un peu le point sur son isolation, son mode de chauffage et son eau chaude sanitaire, voir ses consommations si on est dans la moyenne, si il y a aussi du comportement, est-ce que nos consommations correspondent à peu près aux estimations qui sont faites quand on a modélisé la maison par rapport comme pour un DPE par exemple, et faire le point sur son confort, parce que c'est aussi ça qu'on attend d'une maison, en plus de moins consommer, c'est quand même d'avoir un confort important. Euh, donc voilà, là c'est un cas concret. Je pense que vous reconnaissez les logos si vous avez eu déjà l'accompagnement et si vous avez eu la restitution. Ça, c'est un extrait que j'ai fait d'une maison que j'ai suivie. Euh, donc c'était un ménage au revenu intermédiaire qui avait une maison pas très grande, hein, 95 mètres carrés de 85 et qui avait décidé de faire des travaux et avec donc une isolation des remparts de toiture, remplacement de la VMC par une VMC hygroréglable basse consommation et qui a fait le choix de remplacer sa chaudière par une chaudière à condensation. Donc on voit que le gain énergétique, il est important déjà par l'isolation, par la ventilation, qui est un pote qui va permettre d'améliorer aussi les performances de la maison parce que avec un air sec, ce sera plus facile de chauffer un air sec qu'un air humide, ça demande moins d'énergie. Et le remplacement de la chaudière par une chaudière à condensation avec des rendements bien meilleurs. Alors, il y a deux valeurs qui sont. Je ne sais pas si vous voyez ma souris à l'écran. Oui, oui, oui. Ok. Donc, on voit avant rénovation, on avait une maison qui était à 250 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an. Ça, c'est sa consommation. Et ses émissions de CO2 à 52 kg de CO2 par mètre carré par an. Donc ça, c'est typiquement une chaudière à combustion gaz ou fuel. Alors le bois n'intervient pas ici, on est dans des énergies renouvelables, donc le CO2 n'est pas compté quand on est en bois. Et le fait d'avoir isolé et d'avoir gagné en performance, on a réduit notre consommation, donc en kilowattheure, et par là même réduit nos émissions de CO2. Donc on est venu gagner l'étiquette des deux côtés, à la fois sur la consommation et sur l'émission. Donc on voit après les petits résumés qu'on connaît, un gain énergétique de 38%, une équivalence en émissions de CO2 économisées, ça représenterait 10 000 km en voiture. La valorisation du bien immobilier, parce que quand on vient gagner des classes énergétiques, alors l'immobilier c'est un peu plus complexe que ça, mais voilà, une maison qui est valorisée et des économies sur facture d'environ 750 euros par an. Euh, il y a d'autres systèmes qui existent, qui sont des pompes à chaleur hybrides. Alors, qu'on un peu qui pallie les défauts de la pompe à chaleur. Parce que la pompe à chaleur va avoir des bons rendements à mi-saison, mais pour avoir des performances au cœur de l'hiver où on va se retrouver avec quasiment un chauffage électrique en termes de consommation, c'est un bon compromis d'avoir les deux. En plus, on peut bénéficier d'aides financières sur ces pompes à chaleur hybrides, donc gaz électrique. Alors ça, c'est le dimensionnement du professionnel qui vous l'installera. Si vous avez plus de 70% de chauffage pris en charge par la pompe à chaleur. Alors, c'est des petits calculs. Et à ce moment-là, on se retrouve avec les aides mobilisables de MaPrimeRénov' et des C2E comme une pompe à chaleur, mais en conservant la biénergie et conservant le gaz pour les périodes très froides. Euh, voilà. C'est des choses plutôt intéressantes. Et pour le coup, dans le calcul théorique du DPE, parce que c'est un peu lui, le nerf de la guerre, on va réduire les émissions de CO2 et permettre de descendre encore d'une classe, puisque ici,
si je reviens sur la diapositive précédente, ici, à 154 kWh d'énergie primaire, on était déjà en C pour la consommation de la maison, mais on était bridé par les émissions de CO2. Chose qui disparaît avec l'hybridation du système de chauffage. Alors après, il y a plein d'autres systèmes. On peut séparer, on peut également avoir euh, des chauffe-eau thermodynamiques ou des chauffe-eau solaires pour l'eau chaude sanitaire. Il y a beaucoup, beaucoup de solutions pour gagner des lettres. Mais là, c'est des solutions euh, parce que la pompe à chaleur n'est pas toujours adaptée à toutes les maisons. Euh, pour résumer, une pompe à chaleur, pour être vraiment en zone de confort pour le matériel et pour vous, on va être sur une maison de 120-130 mètres carrés, bien isolée, avec un plancher chauffant. Dès qu'on s'éloigne de ce standard, on part sur des machines plus grosses, qui vont consommer un peu plus avec des rendements un peu plus faibles et le risque de manquer d'eau chaude sanitaire dans les grands froids parce que la pompe à chaleur mettra un peu tout sur le chauffage et aura du mal à fournir de l'eau chaude sanitaire, par exemple. Voilà. Avec le gaz, effectivement, sur des maisons, je vois des maisons en pisé qui font 150 mètres ou 200 mètres carrés. Mm. Alors, le pisé isolé, c'est très compliqué. C'est pas adapté à la pompe à chaleur, typiquement. Ouais. Voilà. À ce moment-là, le gaz peut rester. Ouais. Oui, dites-moi. Plancher chauffant, là, c'est quoi, plancher chauffant? Alors, plancher chauffant, c'est un circuit d'eau qui va pas passer par des radiateurs, mais qui va passer par un plancher. Donc, Ah, ça demande des. Voilà. ah oui. Euh, alors, souvent, les maisons Ah, qu'on voit avec des pompes à chaleur, elles vont avoir un plancher chauffant au rez-de-chaussée, par exemple, dans un séjour, cuisine, et mm, des radiateurs à l'étage dans des chambres qu'on va moins chauffer de toute façon. Pourquoi le plancher chauffant? Parce que le plancher chauffant, on va demander une température d'eau de 35 degrés maximum. Parce que voilà, on ne veut pas chauffer non plus, pas avoir les jambes lourdes. Donc après, on a ça. Et des radiateurs, on va plutôt demander des températures de 55 voire ah 60 oui, degrés. d'accord. Euh, donc les rendements Ouais, déjà vont ouais. être très différents. Une pompe à Mm, chaleur, on lui demande 30 degrés, elle va y mm, arriver facilement. 55, mm, on va mm. tirer un peu plus dessus. Voilà. D'accord. Donc voilà, c'est plein de Ouais, choses. Le dimensionnement des pompes à chaleur, c'est ouais. assez difficile. Mm, Euh, mm, c'est pas adapté à toutes les maisons. Voilà. mm, C'est pour ça que le gaz reste une solution mm. intéressante dans certains cas. Et voilà, pour ces cas-là, et notamment pour s'affranchir des rigueurs de l'hiver où la pompe à chaleur, s'il fait -5, -10, va totalement perdre son intérêt d'économie d'énergie. Mm, La chaudière gaz, qu'il fasse 20 ou qu'il fasse -20, mm, elle tournera pareil. Euh, Après, d'où l'intérêt du gaz vert, si on veut voilà, rester sur le gaz, soit par contrainte, soit par choix, mais en voulant verdir un peu sa consommation. mm. Euh, alors là, je repasse la main à Maud. Donc, comment est-ce que vous pouvez en bénéficier au quotidien? Donc, pour avoir un contrat gaz vert, c'est assez simple. En fait, il suffit d'appeler votre fournisseur d'énergie. Donc, aujourd'hui, vous avez certainement un fournisseur pour l'électricité, un pour le gaz ou un qui vous fournit les deux énergies. Et en l'appelant, il peut vous basculer sur un contrat vert. Donc, aujourd'hui, il y a des contrats qui vont de 5% à 100% de gaz vert en fonction de ce que vous décidez, en fonction du tarif aussi. Il y a plusieurs possibilités pour vous informer sur les tarifs des contrats des fournisseurs, puisque aujourd'hui, des fournisseurs, il y en a au moins une vingtaine en permanence sur le marché. Donc, il y a deux sites internet qui peuvent vous aider dans vos démarches. Alors, ça marche aussi avec l'électricité. Ça peut être intéressant de comparer par rapport à vos abonnements actuels. Donc, il y a le site Énergie Info, qui est un site géré par l'État. Donc, il est assez neutre. Il ne prendra pas le parti de l'un ou l'autre des fournisseurs. Vous pouvez rentrer vos consommations ou le prix de vos factures en fonction des infos que vous avez. Et lui va vous comparer toutes les offres qui sont actuellement disponibles sur le marché. Donc, il peut vous comparer l'électricité et le gaz ou que l'une des deux énergies. Et il va vous proposer d'intégrer dans ses recherches une part de gaz vert ou un 100% de gaz vert. Ça vous permet de comparer les prix et de comparer aussi les fournisseurs, puisque parfois il peut y avoir des grands écarts par rapport à vos abonnements.
Et il y a aussi le site internet agena.org que je laisse Grégoire Oui, présenter. alors nous, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup parce que ils ont alors c'est des sources de l'ADEME, de la CRE, c'est ça, je Oui. crois. C'est les mêmes sources que Énergie Info. Mais on va retrouver un Argus de l'énergie, c'est-à-dire qu'est-ce que coûte et qu'est-ce qu'émet telle énergie. Par exemple, du bois bûche jusqu'à l'électrique, pour arriver à se situer environ, parce que le bois, les granulés de bois, le gaz, le propane, les pompes à chaleur géothermiques, les pompes à chaleur air-eau comme les plus standards. Voilà. Comment placer un peu tout ça, ces énergies-là? Alors, c'est standard, hein. Après, ça va dépendre de beaucoup d'autres facteurs, des rendements des machines, de l'isolation de la maison, etc. Mais ça donne un peu une idée de ce qui est économiquement cher ou pas. Alors l'énergie, c'est toujours trop cher, et tout ce qui émet de CO2 ou pas. Et puis, il y a pas mal d'informations aussi assez générales sur ce site qui est plutôt intéressant, voilà, qui est aussi indépendant et qui n'est pas affilié à tel marchand de matériel ou d'énergie. Voilà. Et surtout, quand on passe d'un contrat de gaz classique à un contrat qui a une part de gaz vert, il n'y a aucun travaux sur les installations qui est nécessaire. Tous les appareils, même les plus anciens, sont en capacité d'accepter le gaz vert puisque c'est exactement la même molécule. Donc, il n'y a pas de travaux à faire dans vos installations intérieures. Il n'y a pas de coût Ah, engendré. parce que du coup, j'en avais parlé, c'était à ceux qui viennent pour la chaudière, là, pour l'entretien annuel. Et il me disait qu'après, il fallait sur la chaudière, enfin que ça passait pas. Après, il faut adapter ou je sais pas, ou changer, je sais pas. Alors non, non, il y a aucun travaux à Ah faire bon? pour passer du gaz au gaz vert. Ah Finalement, oui. tout passe dans le même réseau Ah oui. et il n'y a aucun problème. Parce C'est qu'il me disait que exactement le c'était même. pas, enfin, après eux, c'est pas adapté la chaudière pour du gaz vert, quoi. Après, je sais pas. Alors, il y a des différences avec les Ouais. gaz citernes. Par contre, le gaz vert, il n'y a Ah aucun oui. problème. Ah oui. Même une chaudière de 20 ans, Oui, aucun. ça Alors, passe dessus. c'est une petite gymnastique qu'il faut faire. C'est Ouais. le gaz des méthaniseurs est injecté dans le même réseau que le gaz Mm. classique. Donc, Mm. ce qui arrive chez vous, c'est peut-être déjà du gaz de méthaniseur. Simplement, c'est vous achetez à un producteur et Mm. vous êtes voilà, ce qui est produit est acheté, et il pourra pas vendre. Le méthaniseur ne pourra pas vendre plus de gaz que ce qu'il a produit. Donc, il vend à des gens qui ont des contrats gaz vert. Voilà. Mais celui qui arrive chez vous, ce sera toujours le même tuyau, et qui arrivera chez vous, chez celui de votre voisin. Pour vous donner un petit ordre d'idée, par exemple, les habitants de Viria qui ont un méthaniseur à proximité consomment le gaz qui est fabriqué par le site de méthanisation, qu'ils Mm. aient ou non un contrat de gaz vert finalement. C'est Ah, plutôt la part d'abonnement finalement que vous allez payer au producteur, pas vraiment les consommations finalement. C'est vraiment soutenir la fabrication du gaz en France. Et au lieu de payer une part de votre facture à un pays comme la Norvège ou la Tunisie, vous allez la payer à l'agriculteur. Mais finalement, dans les tuyaux, le gaz vert, il va au plus proche des consommations. mm. On peut faire une analogie avec Et l'électricité, hein. ouais, C'est la même chose. ouais, Dites-moi. ouais. Oui, du coup, par rapport alors le contrat gaz vert, par rapport le prix, par rapport au gaz naturel, enfin actuel. Alors, Bah, c'est la vignette suivante. Donc, Ah, d'accord. la vignette d'après. Du coup, là, je vous ai noté les prix un peu repères. Donc, Mm, le prix repère, c'est un prix qui est publié par la CRE. Donc, la CRE, c'est la Commission de régulation des énergies en France. Elle publie tous les mois un prix repère du gaz, enfin de toutes les énergies, à vrai dire. Donc là, elle a publié cette semaine le prix du gaz le 1er novembre. Le gaz classique, il sera à 10 centimes le kilowattheure. Donc, c'est ouais. un prix moyen, c'est un prix repère. C'est pas forcément le prix que vous allez le payer, vous, chez votre fournisseur. Mm, Et on constate un tarif au 1er novembre sur une offre 100% gaz verte française mm.
qui sera à 10,62 centimes, donc à 1062 centimes, TTC par kilowattheure. Pour vous donner une idée de ce que ça représente sur une année, j'ai pris Ouais. une consommation moyenne de 14 000 kilowatts, Mhm. c'est une consommation pour une maison Mhm. d'un peu moins de 100 mètres carrés. On a actuellement une différence de 80 euros. Donc D'accord. ça peut paraître beaucoup d'argent, ça peut paraître Ouais. peu, ça dépend de la situation dans Ouais. laquelle vous serez. Mhm. Mais ça représente cette différence-là, à savoir que là, j'ai pris en repère une offre 100% gaz vert. On peut choisir Mhm. pour valoriser ou par idéologie de mettre un peu moins, de mettre 5%, de mettre 50%, c'est au choix. Mais voilà, ça représente cette différence-là à l'heure actuelle. On a des périodes où le gaz fossile sera moins cher, il y aura une plus grande différence. Il y a des périodes où ça varie un peu plus ou un peu moins. À l'entrée de l'hiver, le gaz fossile a toujours tendance à augmenter et à rebaisser au printemps. Le gaz vert est un peu plus stable en termes de prix parce que du coup, on n'est pas dépendant des pays qui nous les vendent et de leur offre tarifaire. Donc, il y a moins de différence. On sait que les prix du gaz vert sont pas indexés sur celui du pétrole, puisque du coup, c'est l'entreprise GRDF qui propose des contrats aux agriculteurs. Donc, on n'a pas du tout cet index qui est fait sur le prix du baril de pétrole. D'où la stabilité un peu plus régulière sur le gaz vert. Et comme le gaz, là, comme mon contrat, moi, il est bloqué, vous savez, on peut bloquer sur plusieurs années. Là, c'est comment? Oui. C'est des contrats qui changent, qui Alors, ça peuvent va être dépendre de bloqués, votre qui sont... fournisseur. D'accord. Là, après, il faut leur poser Mhm. la question parce qu'ils n'ont pas tous la même façon de gérer leur contrat. Mhm. Il y a des fournisseurs qui seront plutôt ouverts au changement parce qu'ils ont aussi un intérêt à vendre des énergies plus vertes et moins fossiles. Donc, généralement, quand on passe d'un gaz fossile à un gaz vert, ils ne bloquent pas forcément là-dessus. Après, là, ça va être chaque fournisseur qui aura sa propre règle. Et là-dessus, je ne peux pas vraiment vous dire précisément en fonction de votre Ouais, fournisseur. d'accord. Mais il ne faut pas hésiter à les appeler. Généralement, eux aussi ont un intérêt à développer les énergies vertes en France. Donc, généralement, Mhm. ils sont plutôt partants de passer sur Ouais, des offres se vertes. Donc, renseigner, ouais. il faut quand même leur poser la D'accord, question. d'accord. Non, je pensais du coup, moi, que la chaudière était pas du tout adaptée pour le gaz vert déjà, mais c'est ouais, c'est Non, non, bizarre. ça, je peux vous Oui, parce assurer que qu'il n'y a j'avais aucun demandé, mais problème. j'avais demandé il y a un an, hein, celui qui venait pour Oui, puis l'entretien. Cette année, j'ai pas redemandé, du coup, il m'a dit non, non, ça s'adapte pas, je ça va ferai des dépendre changements. de votre Alors, je sais pas interlocuteur. trop. Et D'accord. aujourd'hui, le gaz vert est en plein essor, mais tout le monde n'est pas encore forcément Ouais, formé. Il y a des gens ouais, qui ne prendront pas d'accord. forcément le risque. Ouais, d'accord. Et puis oui, 100% gaz vert, mais pour l'instant, c'est pas produit beaucoup. Alors, il peut y avoir des ruptures ou pas sur l'approvisionnement? Pas du tout, parce que nous, GRDF, Ils prendraient le but, c'est. 100%, vu que ouais, c'est encore pas Alors non, vous n'aurez dans jamais le de coupure. Le but, en fait, c'est que les énergies vertes prennent la place en France. Aujourd'hui, c'est GRDF qui rachète le gaz aux agriculteurs et qui le transporte et qui le vend aux fournisseurs. Aujourd'hui, on s'engage, quoi qu'il arrive, il n'y aura jamais de coupure parce que de toute façon, vous êtes branchés sur le même réseau que les autres. Et aujourd'hui, on est dans une démarche de développement en France. Donc, on fabrique plus de gaz vert qu'on en vend actuellement. Donc, il n'y a aucun problème, il ne peut pas y avoir de coupure et vous ne pouvez pas avoir de problème Ouais, d'alimentation. d'accord. Euh, et puis du coup, alors par exemple, si par exemple gaz vert sur le DPE, par exemple, ça fait par Alors, rapport à une pompe à chaleur, alors, ça m'énerve ou pas? malheureusement, non, Non, parce que c'est simplement un abonnement et d'accord. donc c'est plus lié à du comportement, on va dire, que à une spécificité de la maison. Ouais, De la même manière, votre consommation d'eau chaude, c'est pas le nombre de personnes qui habitent la maison, c'est le nombre de mètres carrés qui va le définir pour le DPE. Et là, vous avez une chaudière gaz qui peut tourner au gaz fossile ou, selon votre abonnement, au gaz vert. En fait, c'est le même gaz, mais vous savez d'où il vient simplement. ouais. Et donc, malheureusement, sur le DPE, c'est pas reconnu si Donc vous avez c'est un pas abonnement gaz vert. reconnu, ouais. Ah Ouais. ouais, pourtant Donc ça, alors voilà. c'est Verdi l'énergie, mais c'est pas Ouais. reconnu. Alors, D'accord, ah voilà. ouais, Vous savez ouais. que vous consommez du gaz Ouais, dont le CO2 va être récupéré par la saison suivante avec le végétal qui repousse. Euh, le DPE, hum, voilà, ça serait hum, un peu difficile hum. d'obliger, par exemple, vous vendez la maison avec un DPE
parce que vous êtes au gaz vert, Mm. l'idée, ça serait d'imposer le gaz vert également aux gens qui vont acheter pour Mm. conserver ce DPE. Voilà. Donc D'accord. on est plus sur le Ouais. comportement que sur le Ouais. matériel propre. Avant, on avait des DPE Mm. qui étaient basés sur les consommations de l'habitant. C'est pour ça qu'on avait des maisons non isolées de 250 mètres carrés qui servaient que l'été, qui avaient des DPE formidables parce que il y avait zéro consommation de chauffage. Voilà, c'est plus le cas aujourd'hui. Alors le DPE, c'est pas la meilleure méthode de calcul, c'est la 3CL 2021. C'est pas la meilleure méthode, mais c'est la plus standard pour pouvoir comparer toutes les maisons en France, qu'elles soient en pisé, en béton, des appartements, que ce soit des chalets en bois, voilà. Alors, c'est pas toujours évident. Il y a la notion de DPE, il y a aussi la notion de confort. Si vous habitez dans une maison en pisé, par exemple, qui va avoir une grosse inertie, voilà, on y est plutôt bien dedans, même s'il n'y a pas 20 cm de laine de verre sur les murs. Voilà, ça sera pas la même confort qu'une. Voilà. Donc, voilà, c'est toutes ces choses-là. Le DPE, c'est très théorique. Après, il Mm. faut s'intéresser au confort. Et je vous disais, voilà, la difficulté, on a pas mal de retours de gens qui sont sur des pompes à chaleur qui n'ont pas Mm. forcément été adaptées Mm. Ouais. et qui ont froid et qui s'en plaignent. Et alors, c'est Ben, pas un ouais. mauvais produit, la pompe à chaleur, mais il faut que ce soit vraiment adapté au Parce logement. que moi, j'ai des cas de personnes, du coup, ils sont passés pompe à chaleur. Et du coup, bah, ils leur font un deuxième système de chauffage. Ils ont repris le bois quoi, à côté Ouais, parce que ça tourne pas l'hiver, ça tire trop, quoi, ça ouais. va pas. Voilà. Ou Souvent, alors ils ont des factures plus. ouais, c'est ça. Mm, Parce qu'après, on tourne, mm, voilà, une pompe à mm, chaleur de 12 kilowatts mm, va avoir avec elle 6 kilowatts de résistance électrique. Donc là, on n'est plus sur de l'économie, hein. On a du chauffage électrique typiquement. Donc mm, souvent, quand on est sur pompe à chaleur, c'est intéressant de mm. conserver une énergie Ouais, à combustion. Et souvent, c'est ouais, le poêle, voilà, qu'on va démarrer. Alors peut-être pas tout le ouais, temps, mais dès qu'on va avoir des températures qui descendent un peu bas, ben, on va forcer le poêle pour soulager un peu la pompe à chaleur. C'est le principe mm, aussi un peu automatisé de la pompe à chaleur hybride qui va prendre le relais automatiquement sur le gaz en fonction des rendements. Et c'est que température extérieure de temps, voilà, on bascule sur le gaz parce que c'est plus rentable. mm. Euh, voilà, voilà, la pompe à chaleur, il fait 7 degrés dehors, vous demandez 19 degrés dedans, c'est parfait. Il fait -10, vous demandez 22, ça va être plus compliqué. Mm. Pompe à chaleur hybride. Par contre, hybride, ça s'adapte comme les. Oh, c'est des radiateurs en fonte. Euh, oui, oui, Voilà. alors après, ça, on rentre dans des On choses très laisse pour le techniques. gaz, ouais, je sais pas. Qui Donc là, regarde le gaz à côté, ouais. ouais. Ouais, Donc là, c'est je sais vraiment les pas. professionnels Ouais, qui vont vous ouais, dire. Alors, ouais. toujours faire plusieurs devis. Et Hum, puis, les devis, vous les soumettez à votre conseiller qui sera, hum, en plus, dans l'équipe, on a un spécialiste des pompes à chaleur qui, qui nous aide bien parce il en a vendu pendant très longtemps, donc il connaît. On s'appuie sur lui pour, techniquement. On a tous un peu hum, nos spécialités. Euh, voilà, les devis, vous les envoyez à votre conseiller hum, qui les épluchera un peu pour vous et qui vous aidera à choisir. hum. Euh, les pompes à chaleur hybrides, voilà, Ouais. Ça c'est évite un poêle, c'est ça, ça évite un poêle à bois à côté. oui, Le gaz voilà, en prend fait, le relais. le Parce que gaz moi, prend le j'ai pas relais. du tout de chauffage au bois, donc après, voilà, Oui, après, ça fait encore des frais, poêle et tout, c'est voilà. Donc là, ça prendrait le relais, le gaz, au lieu d'avoir un poêle, de remettre, enfin, d'installer un poêle à bois, quoi. oui, voilà, ouais. Hum, Et ouais. puis, Hum, pompe à chaleur avec des hum, radiateurs en fonte, ça hum. marche plutôt bien parce qu'on a un gros volume Fonte, d'eau. Ouais, 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 ouais. Ce qui est un ouais. peu limite souvent, c'est on va être sur les RP. radiateurs acier qui ont un très peu volume d'eau Ah, et qui sont un peu sous-dimensionnés. ah, Alors ça, c'est le professionnel qui calcule ça. ouais, Normalement, il doit vous d'accord. dire, ben, comme on a une eau un peu Hum. moins chaude avec une pompe à chaleur, il faut Hum. fournir des radiateurs un peu plus gros. Mais Parce ça, que c'est moi, il y a vraiment. pas, ouais, ouais, comme moi, il n'y a pas de plancher chauffant, donc il faut que ça Non, chauffe non. plus, quoi, la Alors, température. on va avoir des pompes à chaleur qui sont dit haute température, mais avec des Ah oui, rendements d'accord. un peu Hum, moindres que si vous aviez un plancher chauffant. Mais ça se hum, fait. Après, l'intérêt d'accord. de l'hybride, Ouais.
Ouais. ça peut être d'aller chercher des aides. Mm. Et Ouais. Alors, ça, ouais, c'est compliqué, ouais, les aides. voilà, les aides, c'est un peu Ouais. complexe, Ouais, mais ouais, c'est tellement dur déjà voilà. l'isolation. Ouais. Il n'y a pas Alors, grand-chose, alors faut pas harceler votre compter dessus, conseiller, quoi. Faut pas compter sur les aides, quoi. bah, ça dépend. Non. Après, il faut Ouais, harceler son ouais, conseiller puis voir ouais, ce qui peut. ouais, Voilà, il faut rentrer, faut remplir toutes les cases, etc. C'est parfois un peu ouais, ouais, compliqué, ouais. mais avec de la patience, on y arrive. Voilà. Après, faut voir aussi votre reste à charge parce que c'est vrai que vous allez avoir les aides sur une PAC ou une PAC hybride, mais ça reste des matériels beaucoup plus chers qu'une chaudière Oui, gaz. Donc, à Oui. voir oui. le montant qu'il Ouais. vous reste à Oui, puis investir dans votre. le conseiller m'avait dit, elle a la durée de vie aussi qui est Oui, Oui. limitée, quoi, par rapport, voilà, pareil pour une Alors là, chaudière à ouais. gaz. Mm. Ouais, si on parle des défauts de la pompe à chaleur, effectivement, on va avoir Ouais, un prix ouais, plutôt à 18 000 € plutôt qu'une une chaudière gaz qui sera peut-être à 7 000. ouais, Même avec des aides conséquentes, on ne sera pas au prix de la chaudière gaz. ouais, Et puis, durée de vie, bien dimensionnée, une pompe à chaleur, c'est 18 ans. oui, On est entre 15 et 18, on va dire. Et puis, une ouais, chaudière gaz, ben, on sait, enfin, ça, on connaît. Donc, ouais, on est plutôt proche de 25 ans avec de ouais, la bonne marque ouais. que 15 ans ou 18 ans. Donc, il y a ces aspects-là aussi qui sont à prendre en compte. aujourd'hui, Hum, on change pas mal de vieilles chaudières parce qu'elles ont un rendement moindre, mais c'est rarement des chaudières qui sont vraiment en panne. On se rend compte que c'est un hum, matériel qui fonctionne bien dans le temps. La plupart hum, des gens les changent parce qu'effectivement, quand elles vieillissent, elles fonctionnent moins bien et hum, qu'elles consomment hum, beaucoup plus que les nouveaux matériels. Mais c'est hum. vrai que c'est des matériels qui sont fiables sur le temps, qui sont Hum. moins électroniques aussi qu'une pompe à D'accord, chaleur. d'accord. Ah oui, ouais, voilà, ouais. Oui, les À problèmes, voir. ouais. Chaque Ouais, projet est différent, mais voilà, c'est vrai oui, qu'il y a des choses, oui, des bonnes des deux côtés. ouais, ouais, ouais. Hum, Et donc, pour poursuivre, on a bientôt hum, terminé de toute hum. façon. Donc là, on va parler vraiment de quelque chose de très proche de chez nous. Je ne sais pas si vous connaissez tous le SIEA, c'est le syndicat qui gère les énergies dans l'Ain pour les communes. Donc c'est moins axé sur le particulier, mais c'est quelque chose que vous allez peut-être rencontrer dans les communes dans lesquelles vous habitez. Dans l'Ain, on a le SIEA qui a négocié les tarifs des énergies des communes pour lesquelles il travaille il y a un peu plus de 2 ans maintenant et qui a proposé à ces communes de prendre des contrats gaz verts. Donc, ces contrats-là servent à alimenter les écoles, les mairies, tous les bâtiments qui sont communaux. Et on a donc dans l'Ain 82 communes qui sont engagées en faveur du gaz vert. Donc, c'est-à-dire qu'elles ont au moins 10% de leur consommation de gaz qui sont sur un contrat vert. Donc, c'est un contrat qui a été négocié. Et aujourd'hui, ces communes-là se sont engagées à l'expliquer à leurs habitants et à le montrer, puisqu'il y a des panneaux qui vont être installés dans 32 de ces communes-là pour expliquer que la commune s'engage dans les énergies renouvelables. Donc, c'est peut-être des panneaux que vous allez voir un petit peu fleurir dans les communes aux alentours de Bourg, ils ont été commencés d'être installés il y a 2 semaines. Donc, c'est un peu pour mettre un clin d'œil sur ces énergies-là et l'essor qu'elles ont ces dernières années. C'est que pour les communes aussi, ça a un vrai impact de s'engager dans des énergies renouvelables et notamment celles qui sont fabriquées sur leur territoire. Donc, c'est ça qui a beaucoup interpellé le SIEA à l'origine, puisqu'on est quand même un département qui est assez agricole. Et c'était une vraie volonté de soutenir l'agriculture aussi locale. Donc c'est un vrai beau projet puisque c'est le premier département en France qui s'engage comme ça. Donc c'est plutôt chouette de le préciser et de voir qu'il n'y a pas que les particuliers qui doivent faire des efforts, mais que les communes le font aussi. Donc c'est plutôt une belle initiative qu'on a sur notre département. Et donc, pour terminer, donc vous avez pu poser vos questions, mais si vous en avez d'autres, c'est le moment. On vous a remis à l'écran pour le gaz vert. Vous avez un site internet qui s'appelle Choisir le gaz vert, qui est co-construit par Coenov, GRDF et l'Association des professionnels du gaz, notamment, sur lequel vous allez retrouver un peu toutes les infos dont on a parlé et d'autres aussi. Mais ça peut être assez intéressant. C'est peut-être un peu plus détaillé que ce que l'on a vu ensemble. Et vous allez aussi retrouver le numéro de la SPL ALEC et leur mail si vous avez des questions.
Après, si vous êtes déjà accompagné, vous avez voilà, les coordonnées de votre conseiller qui est disponible. Après, si un jour il n'est pas joignable parce qu'il est en congé ou quoi que ce soit, et une urgence sur un devis ou des questions, vous appelez la LEC directement et un autre conseiller prendra le relais, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Pour aller un peu plus loin aussi, si c'est quelque chose qui vous intéresse, moi, je m'occupe de faire visiter des sites de méthanisation. Donc, on en a quelques-uns dans l'Ain qu'on peut visiter. Aujourd'hui, c'est quasiment exclusivement réservé aux professionnels, mais on va ouvrir un petit peu les visites aux particuliers. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à revenir vers votre conseiller de l'ALEC qui pourra me transmettre vos coordonnées. Mais on peut éventuellement vous faire visiter les sites de méthanisation pour voir un peu en vrai ce que ça donne et un peu plus en détail technique aussi. Pareil, après, du coup, dans les années à venir, du coup, c'est un projet 100% gaz vert. Alors, est-ce qu'il faut attendre que ce soit qu'on sera tout au gaz vert, enfin, comment dire, quand il n'y aura plus le fossile et attendre à ce moment-là, enfin, bon, Euh, alors après, on c'est sait, difficile ouais, de se projeter hein, ouais, de toute façon sur le ouais, prix des énergies. oui, Après, c'est des paris. Je ouais, sais que bah, par expérience, voilà, sur l'électricité, moi j'étais parti sur un producteur vert, en fait, qui faisait de l'énergie verte, qui était bien plus cher à l'époque que l'opérateur national. Donc on a payé beaucoup plus cher longtemps et l'année dernière, mon tarif est passé en dessous du tarif réglementé. Donc je suis plutôt content d'avoir tenu le coup ce temps-là. Voilà. Peut-être, on ne sait mm, pas ce que ça sera. Peut-être que le mm, gaz vert dans 2 ans sera mm, stable et que le oui, gaz classique ouais, s'envolera. On ne sait ouais, pas. Enfin, ouais, on on n'est pas à sait l'abri pas, de ouais, quoi que on ce peut soit. pas, ouais, on peut La pas seule faire, chose ouais, on dont peut on pas est sûr, prévoir, quoi. ouais, la Ouais, seule chose ouais, dont on est le plus sûr, c'est qu'aujourd'hui, ouais, le gaz vert qui est fabriqué en France, on ne peut pas revenir en arrière parce que ouais, les installations des agriculteurs, ce sont des installations qui ouais, coûtent entre 2 et 5 millions d'euros par oui, installation. Quand on aide les financements et que les banques les financent, ils proposent un plan de rachat qui est au minimum sur 15 ans. Donc, de toute façon, GRDF sait oui, que quand on installe un site de méthanisation, pendant au minimum 15 ans, on est mm, certain que le gaz sera fabriqué et nous, de toute façon, on les accompagne au quotidien pour que ça soit le cas. Aujourd'hui, les déchets, c'est un vrai marché en France. L'État impose de plus en plus le retraitement des déchets, y compris dans l'agroalimentaire ou dans tout ce qui est public, notamment les écoles et les hôpitaux. Avant, ça partait dans les poubelles. Aujourd'hui, ils ont une obligation de retraitement de déchets. Donc, on sait on a suffisamment de déchets en France, mais vraiment, vraiment suffisamment pour faire du 100% gaz vert sans aucun problème, y compris pour fabriquer de l'électricité, parce qu'il y a une part des déchets qui peut aussi servir à faire de l'électricité. Donc, sur cette base-là, on sait que les déchets, on les a quoi qu'il arrive, il n'y a pas de problème. Après, mm, sur la durée, on sait que le gaz vert, le coût du gaz vert est régi par la fabrication qu'on en a. Plus on va en fabriquer, moins il coûtera cher parce que finalement, une fois que les premières installations, on a vu que ça fonctionnait bien, on sait que ça fonctionne, on sait qu'on n'a pas de difficulté là-dessus. Sur le gaz fossile, on a un exemple qu'on n'a jamais eu auparavant, qui a été la crise en Ukraine, qui est le meilleur mm, exemple qu'on peut prendre sur mm, la variation du coût des mm, énergies. On s'est rendu oui, compte que le gaz vert est devenu beaucoup moins cher pendant la crise en Ukraine parce que finalement, lui, d'accord, n'a pas bougé. Et quand on ouais, s'est rendu compte que certains pays faisaient du forcing sur les énergies, là, c'est mm, plus compliqué. mm, Ça peut revenir du mm, jour au lendemain. Aujourd'hui, on a mm, retrouvé une stabilité avec des prix qui sont équivalents à ceux d'avant la mm, crise. Ça mm, a pris quand même 4 ou 5 ans quand même. Donc voilà, on n'est pas à mm, l'abri que ça réarrive. mm, On n'a plus aujourd'hui de gaz qui provient de Russie en France. Il y en aura certainement plus avant longtemps parce d'accord, qu'on a ouais, d'autres fournisseurs. ouais, Mais on n'est jamais à l'abri d'une crise, hein. Ça, c'est mm, politique et malheureusement, ça se répercute sur les énergies. mm, Aujourd'hui, on est sûr d'une chose, c'est que le gaz vert sera fiable et que du jour au lendemain, il ne va pas disparaître parce que ça impacterait tous les agriculteurs qui se sont lancés dans ces projets-là et clairement, c'est pas du mm, tout dans l'optique. Aujourd'hui, le gaz vert, il sert aux particuliers, mais la majorité du gaz vert est utilisé par des grosses entreprises qui ont besoin de verdir leur consommation, notamment sur des véhicules qui roulent au gaz vert, des camions poubelles. On a aussi mm, des gros systèmes de process qui fonctionnent au gaz vert, par exemple pour faire cuire des tuiles ou ce genre de choses.
Donc, c'est quelque chose qui est plutôt viable à long terme. Après, les prix, malheureusement, on ne Mm. sait pas trop. Oui, voilà, ouais, on sait pas, ouais. On sait que les énergies fossiles Mm. ont assez peu de Oui, chances de diminuer ouais, fortement. oui, bah oui. Le reste, c'est l'avenir qui Mm, nous le dira. mm, mm. D'accord.